prend officiellement demain ses fonctions de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est Kigali en effet qui va occuper le siège dédié à l'Afrique pour 2 ans. Une visibilité diplomatique qui dérange Human Rights Watch. Le directeur de cette ONG auprès des Nations Unies, Philippe Bolopion, rappelle que le Rwanda est accusé de soutenir la rébellion qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Le fait que le Rwanda occupe un siège au Conseil de sécurité à partir de demain est extrêmement inhabituel et problématique, puisque le Rwanda a été accusé à plusieurs reprises par les experts de l'ONU d'avoir soutenu et armé un mouvement rebelle, le M23, dans l'est de la RDC, qui commet des violations extrêmement graves des droits de l'homme. Et malgré ça, le Rwanda a été élu au Conseil de sécurité et donc va être en position de prendre des décisions cruciales pour l'avenir du Congo, le pays qu'il est accusé de déstabiliser. Et donc, nous pensons que les autres pays du Conseil de sécurité devront envoyer un message très fort au Rwanda dès qu'il arrivera au Conseil, en sanctionnant les hauts responsables rwandais qui sont accusés d'avoir soutenu le M23 et de continuer à le soutenir. Des propos recueillis par Eriden Tema. En République démocratique du Congo, les députés de l'opposition envisagent de convoquer eux-mêmes une séance plénière pour désigner leur porte-parole. Les parlementaires membres de l'opposition n'en peuvent plus d'attendre. Depuis les législatives de 2011, ils n'ont toujours pas de porte-parole. Pour en désigner un, il faut que députés et sénateurs se réunissent. Mais pour cela, les présidents des 2 chambres, Assemblée et Sénat, doivent se mettre d'accord. L'opposition accuse le président, Joseph Kabila, d'empêcher la procédure. Alors si rien n'avance, les parlementaires envisagent de prendre l'initiative. Kamanda Wakamanda Muzembe. Selon la Constitution, l'opposition parlementaire doit avoir un porte-parole. C'est une fonction officielle et rémunérée que convoitent de nombreux groupes de cette opposition. À cause des fortes dissensions internes lors de la législature précédente, ce poste n'a pu être occupé. Aujourd'hui, l'opposition se dit déterminée de corriger les erreurs du passé. Mais, en dépit de sa volonté affichée de se doter d'un porte-parole, les choses semblent encore se compliquer davantage. Maître Baudouin Maillot, député pour la nation congolaise. Nous savons qui veut que l'opposition n'ait pas son porte-parole. C'est le président de la République, Joseph Kabila. Il ne veut pas que l'opposition s'organise. Il veut trépatouiller la Constitution. Le député Maillot explique la stratégie qui pourrait conduire l'opposition à déjouer ce qu'il appelle le jeu de l'adversaire politique. La loi parle de la facilitation. Les 2 présidents sont là pour faciliter. Mais s'il n'y a pas de problème, dès lors que nous nous mettons ensemble pour désigner notre porte-parole, soit par consensus, soit par élection majoritaire à 2 tours, c'est notre porte-parole. Cette plénière envisagée par les députés de l'opposition pourrait intervenir à la fin de l'actuelle session extraordinaire du Parlement. Kamanda Muzembe, Kinshasa. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Selon Radio Okapi, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a repris possession de sa résidence officielle à Goma ce week-end. À l'entrée des rebelles du mouvement du 23 mars à Goma le 20 novembre dernier, il était parti s'installer avec tout son gouvernement à Beni, d'où il est rentré le 3 décembre après le retrait des rebelles. Ces derniers ont évacué Goma après avoir obtenu des discussions avec le gouvernement congolais. La résidence de M. Paluku a été saccagée pendant l'occupation de la ville. Toujours concernant la RDC, la mission de l'ONU pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, la MONUSCO, accuse le M23 d'avoir tiré sur ses hélicoptères la semaine dernière depuis des localités de l'Est congolais. Dans un communiqué, la MONUSCO a rappelé que les casques bleus sont au service exclusif de la paix et que toute attaque contre eux constitue un crime de guerre. Elle a menacé de poursuivre en justice les responsables de telles attaques. Et comme vous écoutez Zapping Info Congolaise. Puis l'Afrique centrale, en République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé pour début 2013 un dialogue intercongolais visant à renforcer la cohésion nationale alors que l'Est du pays est toujours menacé par la rébellion du mouvement du 23 mars qui serait soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. La cohésion nationale demeure la condition de notre survie et le bouclier le plus sûr contre toute velléité de balkanisation et de destruction, a dit M. Kabila, qui est cité par l'agence France-Presse. Dans cette perspective, je confirme l'organisation dès le début de l'année 2013 d'un cadre pour les échanges entre les forces vives
de la nation, a-t-il déclaré. Pour une réaction à ce discours, nous avons joint Monsieur Dolly Ibefo, secrétaire exécutif de l'influente ONG La Voix des Sans-Voix en RDC. Dès le départ, il faut se dire que la rébellion ou l'insécurité qui s'est implantée à l'est du pays concerne tous les Congolais. Donc c'est tous les Congolais qui souffrent lorsqu'on voit une partie du territoire est occupée par des mutins, les mutins qui sont renforcés par le Rwanda, qui appuient financièrement et en matériel, en hommes aussi. Alors cet appel, il faut l'accepter en tant que Congolais, mais cet appel aura du sens lorsque, oui, le chef de l'État montre vraiment cet esprit-là de cohésion. Il peut commencer à résoudre les problèmes qui se posent. Maintenant, on parle de légitimité du pouvoir. Et il y a eu aussi dissension à partir des élections chaotiques du 28 novembre 2011. Donc ce sont, disons, des causes ou des occasions qui ont provoqué une fissure entre les Congolais. Maintenant qu'une partie du pays est occupée par une rébellion, il faut ajouter aussi la multiplicité des groupes armés qui sévissent en fait à l'Est. Donc il est important que les Congolais se mobilisent. Et cette mobilisation, il faut que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont tous les matériels, toutes les finances du pays, puissent se mobiliser davantage pour que cette situation soit éradiquée et que la paix revienne sur l'ensemble du pays. Est-ce que vous pensez que l'appel lancé par le président Joseph Kabila visait davantage à mieux asseoir son pouvoir, ou est-ce que vous pensez que c'est un véritable appel à ses compatriotes pour qu'ils s'unissent? Il est difficile de savoir si c'est pour asseoir son pouvoir. Donc pour nous c'est difficile, oui. Mais il se pose réellement un problème. Une partie du territoire est occupée par, disons, une rébellion, par des militaires en fait, qui étaient des militaires de FARDC, donc des forces armées de la République démocratique du Congo. Et ces militaires se sont intimés contre le pays. Ils se retrouvent avec l'appui du Rwanda et de l'Ouganda. Ils occupent maintenant une partie du territoire. Donc c'est un fait réel. Il faut récupérer coûte que coûte cette partie du territoire. Et ce qui importe, il faut que le chef de l'État se mobilise seul d'abord. Parce que les problèmes, les militaires qui vont au front, l'armée qui est très faible, alors que le chef de l'État actuel est au pouvoir, ça fait 11 ans déjà. Donc on devrait avoir une armée déjà. Mais 11 ans, on se retrouve sans armée. Qu'est-ce qui fait cela? Mais la première personne fautive, c'est le chef de l'État. Parce que c'est 11 ans qu'il est au pouvoir. Il devrait mettre en place une armée qui peut protéger et les populations et le territoire national. Monsieur Dolly Ibefo, secrétaire exécutif de l'ONG La Voix des Sans-Voix, il était joint en RDC. Camille Grosdidier avec vous pour aujourd'hui l'Afrique centrale, toujours concernant la RDC. On salue en cette nouvelle année le tout premier smartphone africain qui a fait apparition au Congo grâce au génie d'un jeune entrepreneur de 27 ans. Véron Mankou avait déjà conçu en 2011 la toute première tablette tactile africaine, commercialisée depuis par l'intermédiaire de sa société VMK, spécialisée donc dans les technologies mobiles. On lui laisse la parole. Nous avons commencé à travailler sur le projet du smartphone en août passé. Vous savez, dès lors que je suis en train de concevoir la première tablette, je me suis rendu compte que la différence entre une tablette et un smartphone, c'était juste la taille de leur écran parce que dedans, en fait, il y avait pratiquement les mêmes choses. Donc, quand on a fini de travailler sur la tablette, c'est qu'en séquence, on a commencé à travailler sur le smartphone. Et tout comme pour la tablette, nous avons fait tout le travail d'ingénierie ici. Et au moment de l'assemblage, nous avons fait en Chine un peu comme le fait tout le monde aujourd'hui. Combien coûte-t-il? Le smartphone coûte au Congo $170, 85 000 francs CFA. Vous savez, quand on dit $170, ça fait souvent rire ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont en Occident, parce que chez eux, ils ont des téléphones à moins cher que ça. Mais ce n'est pas le cas, en fait. Parce que ceux qui achètent des téléphones en Occident à $170, généralement, ce sont des téléphones subventionnés. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas de subvention. Les téléphones qu'en Europe, on achète à $170 coûteraient peut-être $500, voire plus. En Afrique, on n'a pas ça.
Donc nous, quand on met un téléphone à $170, au Congo-Brazzaville en tout cas, c'est le smartphone le moins cher parce que, à part ça, le smartphone qui suit, c'est 2 fois plus cher. Et où est-ce qu'on peut acquérir ce téléphone? Avec la tablette, nous avions travaillé avec l'opérateur de téléphonie leader ici au Congo, Airtel. Et pour le smartphone, nous avons encore renouvelé notre partenariat. Et cette fois-ci, il n'y a pas que Airtel, il y a aussi Warid, qui est le 3e grand opérateur au Congo ici. Et il y a aussi des distributeurs un peu partout, à Pointe-Noire, la ville économique, et à Brazzaville, la capitale. Maintenant, il y a d'autres opérateurs qui sont en train de nous contacter pour vouloir travailler avec eux. Nous allons le faire. Mais notez que le lancement en décembre ne concernait que le Congo. Maintenant, à partir de janvier, nous allons nous étendre en commençant par la Côte d'Ivoire et d'autres pays d'Afrique. La France aussi est sur notre liste. Certains diront, tant qu'à dépenser autant d'argent pour un cellulaire, je préfère encore prendre un cellulaire étranger, c'est peut-être de meilleure qualité, etc. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est normal que les gens se posent des questions avant de dépenser autant, comme vous dites, mais nous avons conçu notre smartphone sur la base des certifications, des standards internationaux, que ce soit par la qualité, par la manière de le faire. Ce qui fait que, par principe, notre téléphone étant certifié CE, il n'y aurait pas de différence sur le point de la qualité entre ces téléphones-là. Maintenant, ceux qui décideront d'acheter soit notre smartphone parce que c'est $170, c'est une bonne chose, mais ceux qui diront que c'est peut-être trop cher pour eux, vaut mieux acheter ce qui est fait en Europe. Notez qu'en Europe, le smartphone que moi je connais ici, qui est fait hors de l'Afrique, qui est moins cher, c'est le BlackBerry. Il est autour de $300. Donc, pour acheter européen ou américain, il faudra dépenser un peu plus cher que cela. Donc, je pense qu'avec $170, c'est à portée de tout le monde. Et nous avons fait un effort pour faire que cette technologie qui coûte très cher, les smartphones, ça coûte très cher, nous l'avons ramené en dessous de la barre symbolique de $200. Je pense que les gens ont compris cela et ils sont en train d'acheter. C'était Monsieur Véron Mankou, patron de la société VMK en République démocratique du Congo. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Kinshasa, l'opposition n'est pas convaincue par l'appel à la cohésion nationale du président en République démocratique du Congo. L'UDPS a rejeté l'offre du chef de l'État. L'Union pour la démocratie et le progrès social affirme ne pas se sentir concernée par l'appel du président. Du côté de l'opposition qui siège au Parlement, on affirme que les contours du cadre de concertation et d'échange évoqués par le chef de l'État sont encore flous. Dans ses vœux adressés au pays, Joseph Kabila a affirmé vouloir renforcer cette cohésion nationale face au mouvement des rebelles du M23. Nous unir davantage, c'est par ces mots que Joseph Kabila a invité lundi la classe politique à la cohésion nationale, un appel que le président congolais a voulu aussi solennel que celui lancé le 15 décembre lors de son discours sur l'état de la nation. Cette fois-ci cependant, le chef de l'État est allé encore plus loin en réclamant une concertation nationale et sans condition. Une exigence selon lui devant la menace que fait peser la rébellion du M23 sur l'est du territoire. L'opposition réclame depuis longtemps l'instauration d'un dialogue inclusif, un argument qui reste selon elle un préalable à toute nouvelle discussion depuis les résultats de la dernière présidentielle de novembre 2011. Cette élection controversée qui a porté Joseph Kabila au pouvoir reste en effet toujours contestée par une partie de la classe politique. L'appel du président revêt ainsi toute son importance à 2 jours de la reprise des négociations à Kampala entre Kinshasa et le M23. Et à 2 jours de la reprise de ces pourparlers, la province du Nord Kivu appelle à l'aide, appel lancé à la communauté internationale pour les victimes du conflit. Le gouverneur demande notamment aux Nations Unies d'agir et non plus seulement d'observer. À noter aussi que le gouvernement de la RDC salue la décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, celle d'imposer des sanctions aux rébellions congolaises du M23 et celle rwandaise des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda. Selon l'ambassadrice américaine à l'ONU, 2 dirigeants du M23 ont été ciblés personnellement. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. La paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ramtan Lamamra est à Kinshasa pour discuter de la situation dans la région des Grands Lacs et surtout du conflit armé dans l'est de la RDC. Il se rendra vendredi et samedi au Rwanda selon un communiqué de l'Union africaine. Lors de son discours du 1er janvier 2013, le président Joseph Kabila a appelé à une concertation nationale sans condition.
C'est le deuxième appel à la cohésion nationale lancé par le chef de l'État congolais, proposition repoussée par l'opposition. Il y a environ 15 jours, l'opposition avait répondu vouloir un dialogue inclusif avec un facilitateur international pour mettre sur la table tout ce qui divise les Congolais. Rappelons que les pourparlers de paix entre le gouvernement et les rebelles du M23 reprennent ce vendredi. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. De République démocratique du Congo de renforcer la cohésion nationale. Un appel lancé par Joseph Kabila dans ses vœux de fin d'année pour faire face notamment à la rébellion du M23 active dans l'est du pays. Concertation, mais dans quel cadre exactement? C'est la question que se pose une partie de l'opposition. À Kinshasa, les précisions de Kamanda Wakamanda Muzembe. Si à l'UDPS, on se dit non concerné par le cadre d'échange annoncé par le chef de l'État, les autres opposants, eux, posent des préalables pour y participer. Le président du mouvement des Congolais pour la République, Jean-Claude Vwemba. Réglons tout d'abord le contentieux électoral du 28 novembre 2011. Après, nous pouvons voir comment nous pouvons trouver un terrain d'entente afin que les Congolais puissent avoir un cadre permanent de concertation. Jusqu'à maintenant, le cahier des charges n'est pas connu. Et puis, qui va convoquer cela? Réponse du président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps secrétaire général de la majorité présidentielle, Aubin Minakou. C'est d'abord un devoir sacro-saint même du président de la République, mais c'est aussi le devoir de chaque citoyen congolais. Et donc c'est ensemble que nous allons définir le cadre le plus approprié pour éviter la théâtralisation de la politique. L'approche, c'est face à certains impératifs de gestion de la République, comment devons-nous procéder à l'unisson dans l'harmonie pour contrer la première menace qui nous pèse, c'est-à-dire l'émiettement du pays. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La RDC qui reçoit la visite du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Ramtan Lamamra, est arrivé hier et pour 2 jours avant de se rendre au Rwanda ce week-end. L'objet de sa visite, la situation dans la région des Grands Lacs et le conflit dans l'est de la RDC. Le commissaire doit d'ailleurs se rendre à Goma, capitale du Nord Kivu. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Des habitants de Goma insistent pour que les autorités congolaises prennent leurs responsabilités pour résoudre elles-mêmes les problèmes congolais. Ils réagissaient au récent SOS lancé par le gouverneur du Nord Kivu à la communauté internationale afin qu'elle s'implique directement dans la recherche d'une solution définitive à la crise qui secoue cette région importante du Congo. De Goma, notre correspondant sur place, Primo Pascal Rodahigwa. Le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, n'a pas mâché ses mots. Les Nations Unies devaient s'impliquer à régler la crise de la République démocratique du Congo, comme elles le font pour les autres pays. Il suffit d'une petite crise ailleurs pour que toute la communauté internationale s'élève et se mobilise avec souvent moins de drames qu'en République démocratique du Congo. La population qui ne sait plus à quel sein se vouer, se pose la question de savoir si la RDC est encore membre des Nations Unies pour mériter ce sort qui n'est réservé à aucun État du monde. La population se demande s'il n'y a pas de plan ourdi quelque part pour fatiguer la conscience des Congolais. Réagissant à ce message du gouverneur, quelques habitants de Goma estiment que les autorités congolaises doivent cesser de pleurnicher et régler les problèmes congolais avec plus de responsabilités, tel que l'explique cet acteur de la société civile qui a requis l'anonymat. Comment le gouverneur de la province peut dire que réellement l'ONU gère très mal la situation du Congo? La situation du Congo doit en premier lieu être gérée par les Congolais eux-mêmes. Le gouverneur Julien Paluku espère que l'année 2013 sera une année de paix pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo. Cela est possible s'il y a une volonté politique, renchérit le professeur Buhendwa Essi. Je pense qu'on va arriver à résoudre ces questions parce que c'est des questions qui découlent de l'entendement humain en tenant compte des différences des uns et des autres, en tenant compte des idéologies, en tenant compte de la réalité. Nous arriverons à résoudre ces problèmes et qu'il n'y a pas besoin quand même de désespérer parce que là où les hommes sont, les solutions se font. Malheureusement, l'année 2013 commence avec une insécurité grandissante des territoires de Masisi où la communauté Tutsi continue à se réfugier au Rwanda, fuyant les exactions de la milice Nyatura assimilée à la communauté Hutu. Goma,
Primo Pascal Rudahigwa, la Voix de l'Amérique. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. 2013 est aussi une date importante dans le calendrier des pays de la région des Grands Lacs. En effet, mardi prochain à Addis Abeba doit avoir lieu une rencontre ministérielle de l'Union africaine sur le déploiement de la force internationale neutre dans l'est de la RDC. Cette force doit contrer les groupes armés dits négatifs, dont le M23 actif notamment dans le Nord Kivu. D'autre part, en RDC, un cessez-le-feu a été annoncé par des milices rebelles en territoire de Massissi, dont l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, les Raya Mutomboki, Niatura et autres milices Maïmaï. On se souvient de ces violences ethniques entre milices ces derniers mois, avec notamment l'attaque du village de Machadi le 11 novembre dernier. D'autre part, à Bunagana, le QG des rebelles du M23, ces derniers ont organisé une conférence de presse en vue de la reprise des pourparlers demain à Kampala entre Kinshasa et le M23. Écoutons Bertrand Bissimois, porte-parole du M23. Nous avons dénoncé la position du gouvernement de Kinshasa de refuser la signature d'un accord de cessez-le-feu. Nous avons également dénoncé les renforts militaires qui sont acheminés sur la ligne de front, où il y a une coalition FRDC-FDLR, ainsi que les Niatura et autres forces de Maïmaï. Nous avons démontré qu'il y a possibilité à ce que le gouvernement reprenne la guerre, parce que toutes les forces qu'il a acheminées sur la ligne de front sont prêtes pour nous faire la guerre. Nous avons également réagi par rapport aux sanctions qui ont été prises à l'endroit de notre mouvement par le Conseil de sécurité. Nous avons démontré que ce sont des sanctions qui sont anachroniques parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement congolais. Il y a un processus de paix qui est en cours, qui a besoin d'être renforcé, qui a besoin d'être soutenu et pas d'être frustré. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons être traités avec peu de considération, pourquoi nous devons être frustrés par le Conseil de sécurité au moment où, à travers le monde, il existe des criminels qui sont en train de tuer en direct à la télévision et à la radio leurs citoyens. Et là, nous avons fait allusion à Assad, en Syrie, où ce monsieur est en train de tuer des populations civiles devant les caméras sans qu'il ne soit sanctionné par le Conseil de sécurité des Nations Unies. À propos de la coalition dont vous avez parlé, vous voulez parler de cette alliance plus ou moins formée entre certaines milices notamment et qui, selon certains observateurs, justement collaborerait avec les FARDC? Tout à fait. Nous n'étions pas les seuls à le dire. Les Nations Unies l'ont dit dans un des rapports qui a été publié, où ils ont démontré que plus de 4000 combattants FDLR étaient déployés vers Kazibaké, vers Mweso dans le Massissi, et qui recevaient des renforts en armes et en munitions par des avions qui sont autres que ceux des Nations Unies. Alors là, démontre réellement qu'il y a une incohérence entre ces forces négatives et les forces gouvernementales. Que pensez-vous de la Commission de l'Union africaine qui a l'intention d'organiser une réunion le 8 à Addis Abeba et pour préparer une force qui doit, dit-on, combattre les groupes armés négatifs dont le M23? Vous savez que nous sommes en négociation avec le pouvoir Kinshasa et sur base des résolutions qui ont été prises par la CIGL. Nous sommes en train de dire au gouvernement qu'il doit accepter que nous signions un accord de cessez-le-feu pour mettre fin à toute possibilité de confrontation des troupes, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la solution se trouve dans le dialogue et non pas dans les armes. C'est pourquoi, dès que nous arrivons à Kampala, nous allons mettre sur la table des négociations un projet de cessez-le-feu et le gouvernement devra le signer. Sinon, nous ne voyons pas ce que nous serons en train de faire à Kampala. Notre population est fatiguée de la guerre. Nous devons nous parler. Nous devons terminer le problème par le dialogue et non pas par la voie des armes. Bertrand Bissimois est porte-parole du mouvement du 23 mars. Il était joint à Bunagana dans le Nord Kivu en RDC. Et comme chaque jour... Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Que le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 doivent reprendre leurs négociations, des négociations qui se déroulent en Ouganda. Or, depuis le 1er janvier, l'Allemagne a gelé son aide budgétaire à destination de l'Ouganda. Le ministre de la Coopération et du Développement, Dirk Niebel, a justifié cette décision par le dernier rapport de l'ONU sur la sécurité. Ce rapport accuse l'Ouganda de participer à des opérations de guerre en République démocratique du Congo. Isabelle Bouer, Philippe Pognon.
À Kampala, le gouvernement ougandais nie toute participation aux luttes armées en République démocratique du Congo. Ibrahim Abiriga est le représentant du président ougandais, Yoweri Museveni, dans le district frontalier d'Arua. Le rapport de l'ONU n'est pas correct. Nous n'y réagissons pas parce que nous savons que ces experts ont inventé des histoires sans fondement. Notre président est le plus ancien de la région. Il veut la paix et le développement. La situation est pourtant des plus instables. Depuis avril 2012, les rebelles du M23 se battent dans la province du Nord Kivu contre l'armée congolaise et essaient d'en prendre le contrôle. Pour l'Ouganda, l'issue de la guerre est importante du point de vue stratégique, économique et aussi sur le plan de la politique intérieure. Depuis la fin des années 90, l'Ouganda exploite des ressources minières au Congo. Le dernier rapport du groupe d'experts onusien indique en détail comment politiciens et militaires ougandais s'enrichissent et coopèrent avec divers groupes rebelles, dont aussi le M23, pour exporter de l'or ou du bois tropical précieux hors de RDC. Par ailleurs, l'opposition ougandaise, comme les donateurs internationaux, exige une démocratisation du régime ougandais. Depuis 25 ans au pouvoir, auquel il avait accédé d'ailleurs grâce au soutien de réfugiés Tutsis du Rwanda et du Congo, le président se bat pour sa survie politique et, selon le journaliste ougandais Moses Odonkoniero, ses intérêts au Congo ou ailleurs sont clairs. Le président de l'Ouganda a de nombreux intérêts. Il a des intérêts en Somalie, des intérêts au Congo. Il a eu des engagements au Rwanda, au Soudan du Sud, en République centrafricaine. Il est clairement le genre de personne qui exerce volontiers son influence dans la région. Et la raison est toute simple. Il veut s'en servir comme outil de marchandage quand il négocie avec l'Occident. Les États-Unis, eux seuls, fournissent la moitié du budget de l'État ougandais. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la menace de l'Ouganda de retirer tous ses soldats participant à des missions de paix en Somalie, en République centrafricaine, au Soudan du Sud ou en RDC. C'est peut-être du bluff, mais cela change sensiblement les atouts dans des négociations. Toujours concernant la République démocratique du Congo, le président Joseph Kabila a annoncé la tenue prochaine d'un dialogue inter-congolais pour renforcer la cohésion nationale face au mouvement du M23. La rébellion qui de son côté a gagné un soutien de plus, celui de Roger Lumbala, député national et président du parti d'opposition, le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale. Il vient d'officialiser son ralliement avec le M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Les groupes armés de l'Est de la République démocratique du Congo ont convenu d'un cessez-le-feu et de la création d'une alliance après des mois de conflit ethnique. Les observateurs disent que c'est la première fois que les groupes armés concluent un tel accord et craignent que cela ne puisse durer. Parmi les groupes qui ont signé l'accord de cessez-le-feu figurent le Niatura, la PCLS, l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, la Raya Mutomboki et plusieurs groupes Maïmaï. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Nous ouvrons sur la crise dans l'Est de la République du Congo. Les pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du mouvement du 23 mars doivent reprendre aujourd'hui à Kampala, la capitale ougandaise. Pour faire le point sur ces pourparlers, Nathalie Barge a contacté Bertrand Bissimois, porte-parole du M23. Il nous fait part des griefs et revendications du groupe armé à l'approche de ces négociations. Nous avons dénoncé la position du gouvernement de Kinshasa de refuser la signature d'un accord de cessez-le-feu. Nous avons également dénoncé les renforts militaires qui sont acheminés sur la ligne de front, où il y a une coalition FRDC-FDLR, ainsi que les Niatura et autres forces de Maïmaï. Nous avons démontré qu'il y a possibilité à ce que le gouvernement reprenne la guerre, parce que toutes les forces qu'il a acheminées sur la ligne de front sont prêtes pour nous faire la guerre. Nous avons également réagi par rapport aux sanctions qui ont été prises à l'endroit de notre mouvement par le Conseil de sécurité. Nous avons démontré que ce sont des sanctions qui sont anachroniques parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de négocier avec le gouvernement congolais. Il y a un processus de paix qui est en cours, qui a besoin d'être renforcé, qui a besoin d'être soutenu et pas d'être frustré. Nous ne comprenons pas pourquoi nous devons être traités avec peu de considération, pourquoi nous devons être frustrés par le Conseil de sécurité au moment où, à travers le monde, il existe des criminels qui sont en train de tuer en direct à la télévision et à la radio leurs citoyens. Et là, nous avons fait allusion à Assad, en Syrie, où ce monsieur est en train de tuer des populations civiles devant les caméras.
sans qu'il soit sanctionné par les Conseils de sécurité des Nations Unies. À propos de la coalition dont vous avez parlé, vous voulez parler de cette alliance plus ou moins formée entre certaines milices notamment et qui, selon certains observateurs, justement, collaborerait avec les FARDC? Tout à fait. Nous n'étions pas les seuls à le dire. Les Nations Unies l'ont dit dans un des rapports qui a été publié, où ils ont démontré que plus de 4000 combattants FDLR étaient déployés vers Kazibaké, vers Mwesso dans le Massissi, et qui recevaient des renforts en armes et en munitions par des avions qui sont autres que ceux des Nations Unies. Alors là, démontre réellement qu'il y a une incohérence entre ces forces négatives et les forces gouvernementales. Que pensez-vous de la commission de l'Union africaine qui a l'intention d'organiser une réunion le 8 à Addis Abeba et pour préparer une force qui doit, dit-on, combattre les groupes armés négatifs dont le M23? Vous savez que nous sommes en négociation avec le pouvoir Kinshasa et sur base des résolutions qui ont été prises par la CIGL. Nous sommes en train de dire au gouvernement qu'il doit accepter que nous signions un accord cessez-le-feu pour mettre fin à toute possibilité de confrontation des troupes, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, la solution se trouve dans le dialogue et non pas dans les armes. C'est pourquoi, dès que nous arrivons à Kampala, nous allons mettre sur la table des négociations un projet de cessez-le-feu et le gouvernement devra le signer. Sinon, nous ne voyons pas ce que nous serons en train de faire à Kampala. Notre population est fatiguée de la guerre. Nous devons nous parler. Nous devons terminer le problème par le dialogue et non pas par la voie des armes. C'était Bertrand Bissimois, porte-parole du M23. Notons par ailleurs qu'une rencontre ministérielle de l'Union africaine est prévue mardi prochain à Addis Abeba. Elle devrait porter sur le déploiement d'une force internationale neutre dans l'est de la RDC. Cette force doit contrer les groupes armés dits négatifs, dont le M23, actif notamment dans le Nord Kivu. D'autre part, toujours en RDC, un cessez-le-feu a été annoncé par des milices rebelles en territoire de Massissi. Il s'agit notamment de l'Alliance des Patriotes pour un Congo libre et souverain, les Raya Mutomboki, Niatura et autres milices Maïmaï. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Et les rebelles du M23, veulent s'inspirer de la coalition centrafricaine Seleka. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le responsable politique de ce mouvement rebelle actif dans l'est de la République démocratique du Congo. Le M23 qui est à Kampala aujourd'hui, en Ouganda, où doivent reprendre les discussions avec le gouvernement pour parler qui avait été suspendu le 21 décembre dernier et qui se déroule sous l'égide de la conférence internationale pour la région des Grands Lacs. Mais avant même la reprise, les discussions s'annoncent compliquées, Ridel Tema. Si les belligérants ont assuré qu'ils seraient bien présents à Kampala, le climat dans les deux camps promet d'être électrique. Le M23, à l'instar de son chef Jean-Marie Runiga, semble en effet déterminé à camper sur ses positions. Si Kinshasa continue à refuser, comme la fois passée, de signer les cessez-le-feu, les M23 va prendre à témoin la communauté tant nationale qu'internationale et va se retirer en attendant que Kinshasa puisse signer le cessez-le-feu parce que nous savons que Kinshasa est en train de préparer la guerre. Des propos que n'a pas souhaité commenter Raymond Tshibanda, le ministre congolais des Affaires étrangères qui conduit la délégation gouvernementale, affirme par ailleurs qu'en s'exprimant hors du cadre des négociations, le M23 commet une violation des accords encadrant les pourparlers. Reprise des pourparlers donc à Kampala. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Reprise demain des négociations entre les rebelles du mouvement M23 et les autorités de la République démocratique du Congo en Ouganda. En attendant, la rébellion a de son côté gagné un soutien, celui de Roger Lumbala, député national et président du parti d'opposition, le Rassemblement congolais pour la démocratie nationale. Il vient de rejoindre le mouvement du M23, ce mouvement qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. Ramata Soré, vous êtes avec nous au studio, bonjour. Bonjour. Alors comment Roger Lumbala justifie son engagement au sein de la rébellion du M23 ? Katia, l'opposant congolais justifie son adhésion au M23 par le fait que les revendications de la rébellion sont légitimes. Il affirme donc être pour l'application des accords du 23 mars, le respect de la démocratie et le fédéralisme comme solution à la crise que vit le pays. Mais pour le politologue congolais Joseph Kongolo, la décision de Roger Lumbala est purement opportuniste. Certains politiciens congolais n'ont pas
un objectif très bien défini. Quand ils constatent que la population n'est pas pour le pouvoir, ça leur attire un peu d'estime, mais ils ont des agendas souvent cachés. Quand ils voient qu'ils ont plus d'intérêt de l'autre côté, ils vivent facilement. Roger Lumbala, à un moment donné, il a appuyé la candidature de Tshisekedi. Si aujourd'hui il est avec le M23, ça n'étonne pas. Ce soutien suscite aussi des réactions au sein de la société civile. Omar Kavota est porte-parole de la coordination de la société civile du Nord Kivu. C'est une action qui fragilise encore une fois l'opposition et aussi c'est une façon également pour l'ennemi d'avoir plus de prétextes pour dire que sa lutte, c'est une lutte qui rencontre la volonté de plusieurs personnalités. Mais pour nous, la société civile, la population a besoin de vivre une paix parce que l'État est arrivé. Il n'est pas donc approprié qu'on puisse prendre les armes pour passer ces revendications, légitimes qu'elles soient. S'agissant du fédéralisme comme l'une des solutions à la crise en RDC, le député de l'opposition Emery Okunji, des forces novatrices pour l'union et la solidarité, affirme qu'il est loin d'être une chose nouvelle en RDC. Nous sommes dans une décentralisation, madame, mais conformément aux articles 2 et 3 de la Constitution de la République. Appliquer scrupuleusement et ce problème-là ne se posera pas. Mais dire que c'est le fédéralisme qui résoudra le problème du Kivu, madame, ça c'est prêter le flambeau aux ennemis de la République et à ceux-là qui veulent la balkanisation de notre pays. Le président Joseph Kabila a annoncé pour début 2013 un dialogue intercongolais. Le but de ce dialogue, selon lui, est de renforcer la cohésion nationale face au mouvement rebelle. Merci Ramata Soré, et ajoutons toujours à propos de la RDC que la province du Nord Kivu dans l'Est a lancé un appel à l'aide à la communauté internationale pour les victimes de la guerre entre l'armée et le mouvement rebelle du M23. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Que vont reprendre les négociations de Kampala entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Les négociations, on se rappelle, avaient débuté en décembre dernier, quelques jours après la chute de la ville de Goma, entre les mains des rebelles. Mais à Kinshasa, cette reprise des négociations suscite beaucoup de polémiques. À Kinshasa, Lubunga Biaombe. Une véritable controverse entoure ici à Kinshasa la reprise des négociations entre le gouvernement et la rébellion du M23. Certains analystes ont évoqué la probable délocalisation de ces travaux vers une autre capitale africaine suite à l'implication de l'Ouganda dans la guerre, au même titre que le Rwanda si l'on en croit les différents rapports des experts des Nations Unies. Des médias locaux ont même avancé le nom de Brazzaville comme pouvant abriter la suite des négociations intercongolaises. Brazzaville et Kinshasa sont, semble-t-il, les deux capitales les plus rapprochées du monde, mais très rapidement l'on en vient à se demander si, en dépit de sa longue expérience politique, combien de temps il faudra à Denis Sassou Nguesso pour comprendre pourquoi Hutu et Tutsi, Houndé, Nyanga, Tembo et Nandé s'entredéchirent depuis des décennies alors que tous se disent des tribus de l'ancien Zaïre, un pays qu'ils veulent tous un et indivisible. Un autre sujet qui fait polémique à Kinshasa, c'est l'objet même des négociations entre le M23 et le gouvernement. La classe politique est divisée entre ceux qui pensent qu'il faut une négociation inclusive, c'est-à-dire impliquant aussi bien les partis politiques du pouvoir comme ceux de l'opposition, la société civile, ainsi que tous les 23 groupes armés ayant signé les fameux accords de Goma du 23 mars 2009. Un dernier point qui semble enfin diviser l'opinion congolaise, c'est la capacité de résistance de l'armée nationale face à une nouvelle menace pouvant provenir de l'Est, comme ce fut le cas lors de l'occupation de la ville de Goma en novembre dernier. Même inquiétude du côté de l'Ouest et du Nord-Ouest, où le vent qui souffle en République centrafricaine paraît plus proche de la capitale que ne l'était la chute de Goma. Kinshasa, Lubunga Biaombe pour BBC Afrique. À Goma, dans l'est de la RDC, les habitants attendent avec impatience la reprise des négociations de paix de Kampala. Les habitants vont suivre les évolutions du dossier par tous les moyens possibles dans le contexte d'un calme précaire. Hélène Alex a joint cet habitant de Goma.
Tous les gomatraciens attendent des négociations de Kampala. La population, en tout cas, elle est très fatiguée de la guerre qui se passe souvent ici dans la province du Nord-Kivu. Au mois de décembre, les négociations ont avorté. Est-ce que la population de Goma pense que cette fois-ci, ce sera différent et pourquoi? À part les festivités qui ont interrompu les négociations, la population gomatracienne est optimiste quant aux négociations. Puis ça attend beaucoup et sont optimistes de ces négociations. Je pense que cette fois-ci, il y aura un résultat qui est positif. Comment est-ce que les gomatraciens vont suivre ces négociations de Kampala? Est-ce que ça va plutôt se passer par la radio, par la télévision? Comme c'est à Kampala, en fait, il n'y a pas moyen de suivre ça à la télévision, mais de toute façon, ce qui est important est qu'à la fin de ces négociations, un résultat escompté puisse être trouvé, un compromis entre le gouvernement et les M23. C'était un habitant de Goma. Vous écoutez Zapping Info Congolaise. Aujourd'hui que doivent reprendre à Kampala, capitale de l'Ouganda, les négociations entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Les délégations des deux parties sont déjà sur place pour ces pourparlers suspendus pendant les fêtes de fin d'année, nous signale la correspondante de la Voix de l'Amérique, Hilary Huller. Selon elle, une absence remarquée, celle de Jean-Marie Runiga, qui est frappé de sanctions onusiennes, dont une restriction sur ses déplacements à l'étranger. Mais un porte-parole ougandais, Fred Opolot. C'est pour lui, en tout cas, cette absence de M. Runiga n'aura aucun effet sur le processus de paix. Les pourparlers de Kampala sont présidés par le ministre ougandais de la Défense, Crispus Kiyonga. Hier, M. Runiga avait déclaré que le M23 se retirerait des pourparlers à moins que le gouvernement congolais n'accepte un cessez-le-feu. Cependant, Kinshasa a rejeté cette demande, l'estimant pas nécessaire, et puis, selon Radio Okapi, M. Runiga n'en avait pas de toute façon fait une condition sine qua non à la poursuite des pourparlers de paix. En attendant, de passage à Goma ce jeudi en route pour Kigali, sur invitation des autorités rwandaises, le chef de la commission paix et sécurité de l'Union africaine, Ramtan Lamrara, a indiqué qu'il est temps de trouver des solutions durables à la crise qui secoue l'Est de la RDC, et il a souligné que la force internationale neutre prévue pour la région sera déployée dans peu de jours. Au micro de Primo Pascal Rodaigua, notre correspondant à Goma, le commissaire Ramtan Lamamra. La force internationale devrait pouvoir, en ce qui concerne le bataillon tanzanien, vous devriez avoir de bonnes nouvelles bientôt. Ici même, à Goma, je pense que les cadres dirigeants de ce contingent devraient pouvoir être parmi vous dans des délais très raisonnables maintenant. J'ai fait référence aux discussions que nous avons avec les Nations Unies et je fais également référence à une réunion ministérielle que nous allons avoir le 8 janvier à Addis Abeba, dans quelques jours, au niveau des ministres, défense, affaires étrangères, et c'est avec une participation importante des Nations Unies. Et c'est à cette occasion que nous espérons pouvoir trouver la formule la plus créative et la plus à même de nous permettre d'associer et d'optimiser les avantages qu'offrent les deux formules. Nous sommes l'Union africaine et l'Union africaine est là pour contribuer à apporter des solutions. Il y a des canaux, il y a des discussions, il y a des idées, il y a des réunions, il y a beaucoup de créativité qui se déploie. Nous souhaitons véritablement que les tout premiers mois de 2013 se traduisent par des avancées décisives vers le rétablissement de la paix, de l'autorité de la RDC sur l'ensemble de son territoire national. Le Rwanda est depuis le 1er janvier l'un des membres représentant l'Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai reçu une invitation de longue date à l'effet d'interagir avec les autorités rwandaises par rapport à l'accomplissement de ce mandat africain au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, j'honore cette invitation et j'entends véritablement contribuer à ce que dans l'accomplissement du mandat qui a été confié au Rwanda, d'abord par l'Union africaine, ensuite par la communauté internationale dans son ensemble, nous puissions servir ensemble les causes de l'Afrique, qui sont les causes de la paix, de la sécurité, de la démocratie, du développement. Le chef de la commission paix et sécurité de l'Union africaine, Ramtan Lamamra.